Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Salut Sabdevo, Babouchka, Jardin de thé. Salut Kogai-san, hey, comment ça va? Ça fait un petit bout de temps. Bienvenue à toutes et à tous dans ce live du vendredi 24 mai. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Salut Dagdag aussi qui vient d'arriver. Comment est-ce que ça va de votre côté? Est-ce que vous êtes prêtes et prêts pour continuer notre bon vieux l'enseignement du Bouddha de Walpola Raoula, notre classique session Theravada du vendredi, hein. Pour rappel, hein, pour ceux qui voient qui regardent les replays ou qui découvrent la chaîne, hein, on essaye de faire du Mahayana. En général, le lundi, mercredi, c'est plutôt Mahayana, et le vendredi, on est plutôt sur du Theravada, donc le véhicule des anciens, la forme de bouddhisme qui s'approche, on va dire, le plus de ce que le Bouddha historique aurait enseigné, même s'il y a toujours un peu des discussions par rapport à tout ça, parce que ça a été transmis à l'oral pendant pas mal de temps. Voilà. Salut Eponine aussi qui vient d'arriver. J'espère que tu vas bien. On en était dans ce petit livre sur la partie sur la méditation. On a déjà pas mal avancé, hein. On est à la page 99, donc on a vraiment vraiment bien avancé. On était sur la méditation. Je pense qu'on devrait arriver à terminer le chapitre aujourd'hui, normalement. Normalement. C'est pas un chapitre qui est très long, c'est aussi pas un chapitre qui est très compliqué, surtout quand on le compare à ce qu'on a pu faire sur les sessions d'avant, où il y avait vraiment des moments, des grosses grosses discussions. Là, voilà, c'est un peu plus pratique, on va dire, donc moins ouvert à la discussion, même si je pense qu'il y a quand même des petits trucs dont on va pouvoir parler ensemble, qu'on va pouvoir discuter. Ça va être intéressant. Salut Sarah Cottage qui vient d'arriver aussi. Hello, hello. Donc, ce qu'on avait vu la dernière fois dans ce chapitre sur la méditation, c'était globalement qu'il y avait deux formes, hein, de méditation traditionnellement dans le bouddhisme. On considère toujours qu'il y en a deux, hein. C'est ce qu'on va appeler samatha et vipassana. Donc, samatha, c'est une méditation qui a pour but de calmer l'esprit. Donc, typiquement, le type de méditation que je vous propose à la fin des lives se classerait plutôt dans la catégorie samatha. Et on a l'autre type de méditation qui est Vipassana, où là, c'est une méditation, on va dire, un peu plus active, une méditation plus d'analyse. Donc souvent, ces deux formes de méditation ont été pratiquées ensemble. On va commencer plutôt par une méditation de type Samatha, donc pour calmer l'esprit, pour éviter que l'esprit parte dans tous les sens. Et ensuite, on va utiliser ce calme mental, non pas pour aller de plus en plus en profondeur dans des états de calme mental, c'est possible aussi, hein. Il y a vraiment des états d'extase, on va dire, de méditation qui sont décrits dans les textes. Mais le but, ça va être plutôt au contraire de se retenir de ça, mais plutôt utiliser du coup ce mental concentré qu'on va atteindre pour l'analyse d'éléments. Et là, c'est plutôt ce qu'on va voir aujourd'hui, hein. Il va parler un petit peu plus en détail de ce qu'on peut analyser justement avec cet esprit, quand cet esprit est unifié. Sur quoi est-ce qu'on va le concentrer? Qu'est-ce qu'on va regarder? Et il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir observer. Ça peut être par exemple les sensations agréables, désagréables. Ça peut être juste les actions du corps. Ça peut être les pensées, le fait que les pensées apparaissent, disparaissent, etc. etc. Donc ça, c'est un peu ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc il avait mis plutôt l'accent la dernière fois sur le côté samatha, donc là on va plutôt mettre l'accent sur le côté vipassana, donc le côté plus analytique de la méditation. Alors, je vous partage mon écran. J'avais mis une petite pastille jaune pour qu'on s'y retrouve. Donc il explique ici, attendez, je vais peut-être zoomer encore un chouïa, voilà. Il explique ici, une autre forme de méditation, de développement mental, consiste à vous rendre attentif à tout ce que vous faites, acte ou parole, dans la routine quotidienne de votre travail, dans votre vie privée, publique ou professionnelle. Que vous marchiez, soyez assis, vous teniez debout, soyez couché ou dormiez, que vous vous détendiez ou fléchissiez les membres, que vous regardiez autour de vous, que vous enfiliez vos vêtements, que vous causiez avec quelqu'un, ou restiez silencieux, que vous mangiez ou buviez, que vous accomplissez même des fonctions naturelles, comme aller aux toilettes, hein, par exemple, quoi que vous fassiez, vous devriez être pleinement attentif et conscient de votre acte à l'instant même où il est accompli. Cela veut dire que vous devriez vivre ainsi dans le moment présent, dans l'action présente. Cela ne signifie pas que vous devriez renoncer à penser au présent et à l'avenir, il vous faut y penser au contraire, mais en relation avec le présent, avec l'action du moment, quand et cela est à propos. Alors ça, c'est un point qui est assez intéressant qu'on peut discuter. Salut Inoshishi qui vient d'arriver aussi. Euh, il y a eu des fois des critiques qui ont été faites sur le mouvement, on va dire, de la pleine conscience. Donc justement, ce type de méditation, ce type de pensée qu'on retrouve beaucoup, par exemple, chez Thich Nhat Hanh et sa communauté, où on va justement cultiver à fond le moment présent, en fait, le fait d'être présent dans ce qu'on fait.
certains ont critiqué un peu ça en disant, ben, est-ce que c'est pas d'une certaine façon une forme de détachement aussi de l'action dans le futur, hein, donc le fait de réfléchir à ce qui se passe dans le futur, à ce qu'on veut faire, etc. Donc pour moi, en fait, ce que Walpola explique ici, c'est justement, il dit non, il ne faut pas le comprendre comme ça. Quand on dit qu'il faut rester au maximum dans le présent, en fait, ce qu'il veut dire par là, c'est que de un, ça sert à rien de se torturer avec le passé, avec les choses qu'on aurait pu faire, dans le sens où ça sert à rien de souffrir soi-même, par exemple avec les remords sur des actes qu'on aurait pu faire, etc. Dans le sens où, bah, ok, si à un moment on a fait quelque chose, on n'est pas très fier de nous, eh bien, on prend conscience du fait qu'on a fait quelque chose dont on n'est pas fier, on se dit qu'on va le changer à l'avenir, mais derrière, ça sert à rien de ressasser éternellement des remords qui ne font qu'ajouter de la souffrance, entre guillemets, pour rien. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer aussi ce qu'on a fait dans le passé. Ça veut juste dire ne vous torturez pas avec ça. La nuance est quand même assez importante. Et c'est pareil avec l'histoire du futur. Ça ne veut pas dire ne pensez pas au futur, ne faites pas de plan, ne travaillez pas pour améliorer la société, etc. Ce que ça veut plus dire, c'est prenez aussi conscience du fait que régulièrement, votre cerveau part dans des scénarios complètement débiles et inutiles par rapport au futur. Et moi, le premier, hein, je suis quelqu'un, comme je dis souvent, je suis quelqu'un d'assez anxieux naturellement, ce qui fait que mon cerveau, d'une façon assez naturelle, va partir un peu dans tous les sens et va s'imaginer des scénarios. Des fois, je vais partir tout seul pendant 5 minutes dans mes pensées sur des trucs qui n'arriveront jamais. Et ça, pour le coup, c'est pas forcément utile. Je ne fais que ressasser des potentiels scénarios de trucs qui n'arriveront jamais et qui me font plus de mal que de bien. Mais faire ça ne veut pas dire qu'il faut pas réfléchir au futur et se dire, ben tiens, voilà, peut-être qu'il faudrait faire telle et telle chose pour que le monde aille mieux. Il y a une nuance entre les deux, en fait. Et c'est pareil avec le passé. Ça veut pas dire ne pas étudier le passé pour en tirer des leçons. Ça veut juste dire ne pas se torturer avec ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. Mais c'est vrai qu'il y a toujours le problème, hein, c'est ce que dit Eponine avec la fameuse mindfulness, hein. Il y a un peu ce problème avec l'effet mindfulness qui serait de dire, effectivement, je ne me concentre que sur le moment présent, je ne m'intéresse pas au passé, je ne m'intéresse pas à l'avenir. Et dans ce sens-là, ça peut être un petit peu dangereux parce que c'est très limitant par rapport à ce que vous faites. En fait, vous devenez une espèce de machine qui vit uniquement dans le présent et qui se préoccupe pas du tout de ce qu'il y avait avant ni ce qu'il y avait après. Voilà. Ouais, c'est ce que dit Dagdag. 95% de notre grande réflexion sur le futur consiste à ruminer de la merde. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est dans ce sens-là où ça, il serait intéressant et utile peut-être de l'abandonner. Après, quand je dis intéressant et utile, je suis le premier à pas y arriver, hein, mais moi je vous dis, je vous dis ce qu'on explique en général, mais c'est pas évident. Et c'est vrai que Walpola, là, dans cet extrait, hein, il disait justement essayez d'être attentif à votre posture, à ce que vous faites, etc. C'est des choses qui sont pour moi assez difficiles à faire dans la vie quotidienne. Et c'est là où le côté méditation va pouvoir être peut-être un peu plus intéressant parce que euh, faire ça quand on est pris dans son quotidien et que c'est un peu le rush et tout, c'est pas facile. Là où c'est peut-être plus simple, tout en restant difficile, hein, je dis pas que c'est simple, mais c'est plus simple, c'est de le faire justement quand on est dans une optique de méditation, quand on est justement assis par exemple à rien faire, entre guillemets, hein, à rien faire, à pas bouger, qu'on s'est dédié un temps à ça, où là on va pouvoir du coup mettre à profit cet esprit d'analyse pour essayer voilà, de voir comment se comporte notre corps, comment se comportent nos pensées. Mais au moins, on a donné un cadre à ça qui peut rendre cette pratique plus simple. Parce que vraiment, essayer de le faire comme ça, je vous dis, allez-y, ben, aujourd'hui, hein, pendant tout ce que vous faites, vous êtes attentif à tout ce que vous faites. Vous pouvez être sûr que dans les 30 secondes qu'on suit, vous êtes déjà plus attentif à ce que vous faites. Clairement, clairement, clairement. Ah ouais, Eponine qui dit euh, les managers qui utilisent la mindfulness pour changer de sujet quand tu parles de congés futurs. Ouah. Ah ouais, c'est chaud quand même, hein. C'est chaud. Mais tu vois, cette histoire de mindfulness, alors c'est un petit peu hors sujet, mais ça me rappelle ça. Euh, il y avait Amazon qui s'était pris un bad buzz de malade avec ça, où ils avaient voulu mettre en place dans leurs entrepôts des espèces justement de cabines de mindfulness pour que les gens puissent voilà, se détendre, respirer, etc. Et en fait, plutôt que de traiter le problème de fond qui est il y a, disons, des conditions de travail de merde. C'est catastrophique, etc. Ils sont pas libres du tout de leurs mouvements et tout. On leur dit ah mais non, tu vas aller mieux, regarde, tu vas pouvoir te mettre dans la petite cabine de mindfulness et tu vas pouvoir respirer. Tu vas être bien, tu vas faire ça pendant 30 secondes et après tu vas être productif. En fait, tu ne traites pas la cause,
tu mets un espèce de vieux pansement tout naze sur une grosse plaie ouverte. Bah, c'est pas marché. Et c'est des fois un peu les critiques effectivement de mindfulness. Il y a de plus en plus de critiques du mouvement mindfulness justement liées au capitalisme. C'est ce que dit Eponine, là, tout concept peut être détourné par le capitalisme, le tunnel arrive, oui, c'est vrai. Tout concept peut être détourné par le capitalisme. Et je sais qu'il y a des livres qui ont été écrits, pour l'instant, j'en ai pas lu, mais il faudrait que je m'y mette. Il y a un livre notamment dont j'ai entendu parler qui s'appelle Mac Mindfulness, qui est justement du coup une critique du mouvement mindfulness repris par le côté capitalisme, où en fait on va dire aux gens, mais ne cherchez pas à traiter la cause du problème. La cause du problème, c'est pas le capitalisme, c'est pas les grosses corporations qui vous écrasent et qui vous traitent comme de la merde. Non, non, non. Le problème, ça vient de vous, c'est parce que vous n'êtes pas assez conscient du moment présent. Donc soyez conscient du moment présent. Respirez et vous verrez que le capitalisme n'est pas un problème. Voilà le genre de petit problème qu'il peut y avoir quand cette idée de mindfulness est déformée et détournée à des fins capitalistes et à des fins... voilà, bon, vous voyez assez vite le problème, mais mine de rien, ça a été quand même... ça a été beaucoup utilisé et c'est utilisé de plus en plus. Mais c'est dans la droite lignée de tous les trucs du genre happiness manager, ce genre de machin qui se crée dans les entreprises pour justement détourner le problème, qui sont les conditions des employés, ont tendance à devenir de pire en pire, surtout dans les grosses boîtes. Détourner ce problème-là pour dire non, non, mais recentrez-vous sur vous-même. On va créer des petits éléments pour que vous ayez mieux au quotidien, quoi. Voilà, c'est très stressant. Donc, mindfulness, il y a des points positifs, mais attention, et c'est comme tout, hein, attention comment est-ce que vous le comprenez, attention comment est-ce que vous l'utilisez, quoi. Ouais. Dans notre boîte, tu verras, on est détente, zen. Et Pauline a pris la fuite. Non, mais c'est ça, hein. Ouais, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Voilà, c'est une technique employée qui est de plus en plus employée par le capitalisme pour éviter que les gens pètent un énorme câble. Mais à nouveau, en fait, c'est pas ça qui va résoudre le vrai problème de fond, en fait. Salut, Jaurès Premier. Bonjour à toi pour ton premier message dans le chat. On se moque clairement de l'humain, c'est n'importe quoi. Voilà, je lance une révolution là. Le chat en mode révolutionnaire. On va retourner les boîtes et tout. Mais c'est vrai que c'est fou, hein. Et vraiment, l'aspect. Je fais une petite digression par rapport à ça parce que j'ai bossé dans une boîte, une grosse corporation médicale pendant 10 ans. Et honnêtement, c'est incroyable comme j'ai vu les conditions de travail se dégrader en 10 ans, c'était hallucinant. Vraiment, au début, ouais, quand je suis arrivé dans cette boîte, en fait, c'est une boîte qui était un peu particulière, je fais un petit tunnel là-dessus, c'est une boîte qui est un peu particulière dans le sens où on avait notre boss qui était du coup, c'était une boîte qui s'appelait MyFair, et le boss s'appelait MyFair, hein, c'était la boîte qui était transmise dans la famille depuis quasiment 100 ans. En fait, cette boîte a été rachetée par des Américains. Et tant que le vieux MyFair était là, il tankait pas mal pour que les Américains fassent pas n'importe quoi. Il tankait pas mal le truc. Et à partir en fait, du coup, quand lui était là, c'était franchement freestyle. Genre, on pouvait prendre tous nos vendredis après-midi si on voulait. Le vendredi après-midi, en général, il y avait personne dans la boîte. Voilà. Si tu croisais un mec le vendredi après-midi, t'étais genre, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es pas chez toi avec en train de kiffer la vibe à jouer à des jeux vidéo? Qu'est-ce que tu fais? Et à partir du moment où lui est parti et que les Américains ont commencé à rentrer là-dedans, c'est devenu de pire en pire, quoi. Waouh, c'est vraiment devenu de pire en pire, quoi. Et tous les petits privilèges qu'on avait à l'époque, en fait, au fur et à mesure, on les a pris, on le fait, allez hop, ça on l'enlève, allez hop, ça on l'enlève, hop, ça on l'enlève. Et voilà. Et ça a été comme ça sur les 7-8 dernières années, et au fur et à mesure, ça se dégradait. Ouais. Donc et puis c'est classique, c'est comme ça dans toutes les boîtes, hein, c'est vraiment comme ça. Ouais. Et encore, moi, j'étais pas dans une boîte qui était terrible, hein, ça allait, et puis j'avais des conditions de travail qui étaient plutôt bonnes, hein. Mais, euh, mais ouais. Et voilà. Enfin, en tout cas, tout ça pour finaliser cette histoire, on va dire qu'effectivement, le mindfulness, c'est bien, mais attention à comment on l'emploie, comment c'est détourné, aux extrêmes que ça peut amener, aussi à la culpabilisation potentielle que ça peut amener, hein, parce que comme je disais, un des éléments qui est utilisé justement par ces grosses boîtes, c'est de dire le problème ne vient pas de la société, ne vient pas du capitalisme, ne vient pas des grosses corporations, le problème vient de toi parce que tu n'es pas assez conscient du moment présent. Voilà. Mais à l'inverse, en le prenant dans le bon sens, le fait de pouvoir par moment se ramener réellement au moment présent, arrêter le bullshit qui se passe dans notre tête, ça peut des fois servir dans un cadre que ce soit personnel ou professionnel. Mais il y a une différence entre ça et se remettre la cause entière sur les personnes euh, au lieu de critiquer ce qui doit être critiquable, quoi. Voilà.
Voilà, voilà. Alors, j'en étais où? Moi, on me dit que l'ambiance est zen au boulot. Ça m'inquiète vu que, vu que c'est l'ambiance zen. Moi, ça me fait rire, hein, les gens qui parlent d'ambiance zen. J'ai envie de dire, attendez, les gars, passez, genre, s'il vous plaît, une journée dans un monastère zen et ensuite, plus jamais, jamais de votre vie, vous aurez envie d'utiliser le mot zen quand vous verrez des petites statues de Bouddha mignonnes et puis et du thé à côté de vous, quoi. Enfin, allez une fois voir à quel point un monastère zen, c'est austère, que tout est réglé au poil de fesses. Allez voir un peu comment ça se passe dans un monastère zen et plus jamais vous utiliserez le mot zen pour parler de quelque chose de détendant. Sérieusement, quoi. Oui, on parle de capitalisme, c'est à Jaurès qui apparaît. Non, mais on a invoqué Jaurès premier. T'inquiète, il le sait, il le sait. Dès que quelqu'un parle de capitalisme, voilà. C'est beau, c'est beau. Bien joué, bien joué. Lever 5 h du mat, corvée ménagère la moitié de la journée. Oh, aïe, 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 aïe. Ouais. Bienvenue. Ouais. Ouais, Dag Dag, oui, c'est ça, l'ambiance, ouais, pas rester papoter à la machine à café, ouais, ce genre de détails, hein, franchement. Et ouais, on a vu, en fait, vraiment, dans ma boîte, c'est ça, en fait, plus ça avançait, plus on était fliqué à tous les niveaux, en fait. Et puis plus les petits détails, tu vois, genre, c'est con, c'est des détails cons, mais genre, jusqu'à quelques années, on avait genre du café gratuit. C'est débile, hein, mais on avait du café gratuit. Puis au bout d'un moment, ils ont dit, ah bah non, le café gratuit, ça coûte cher, bah oui, forcément. Et donc, il fait, bah maintenant, vous allez payer votre café. Voilà, hop. Des petits détails comme ça. Ou votre vendredi après-midi. Mais non, mais arrêtez de prendre tous vos vendredis après-midi, là. C'est quoi ça? Il n'y a plus personne dans la boîte le vendredi après-midi. Voilà, c'est des petits trucs comme ça, ouais. Ouais, non, mais c'est. Ouais, on revient. Certaines boîtes en reviennent de la méditation en entreprise, des fois ça marche, et les gens se désengagent de leur mission. Ah ouais, ah oui, il y a le bon sens aussi, ça, dans ce sens-là, ouais. Tu découvres le détachement par rapport à ça, et tu te rends compte, tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce que je fous là en fait? C'est quoi? Pourquoi je suis dans cette boîte horrible? Qu'est-ce qui se passe? Tu prends conscience de la réalité des choses. Ça peut aussi marcher dans ce sens-là. Voilà, voilà. Je vais continuer un petit peu parce que c'est vrai que ce tunnel-là, le tunnel mindfulness et capitalisme, on pourrait y rester un petit bout de temps. Et puis c'est vrai que c'est des trucs qui nous touchent tous, hein. Je veux dire, on a tous bossé dans des boîtes et puis la plupart des boîtes c'est de la merde. Donc voilà. Alors il continue en expliquant ici, les hommes généralement ne vivent pas dans leurs actes dans le présent, mais ils vivent dans le passé ou dans le futur. Bien qu'ils paraissent faire quelque chose ici à l'instant même, ils sont ailleurs dans leurs pensées, dans leurs problèmes et préoccupations imaginaires. C'est ça qui est important, hein, c'est le côté préoccupation imaginaire ici. Perdus le plus souvent dans les souvenirs du passé ou entraînés dans des désirs et des spéculations sur l'avenir. Ils ne vivent donc pas ce qu'ils font à l'instant même et ils n'en jouissent pas. Aussi sont-ils malheureux, mécontents du présent, de leur travail. Alors attention, hein, je ne vais pas revenir sur Mac Mindfulness et puis voilà. Ils sont naturellement incapables de se donner entièrement à ce qu'ils ont l'air d'être occupés à faire. Petit rappel, hein, ce livre de Walpola Raoula a été écrit dans les années 50 ou 60. Je crois qu'il est, je me souviens plus, hein, je vous avais dit la première date de publication du bouquin. On est en tout cas dans les années a priori 60. Donc il n'a pas encore peut-être là-dessus, ouais, 61, hein, première édition, hein, 61. Donc il n'a pas forcément, quand il écrit ça, il n'a pas forcément... alors oui, pour Jaurès qui vient d'arriver, on est en train de discuter l'enseignement du Bouddha de Walpola Raoula, qui est du coup un livre assez bien fait pour expliquer les bases du bouddhisme du véhicule des anciens, donc le bouddhisme Theravada, avec quelques petits problèmes à droite à gauche, mais principalement issu du fait que ce livre a été écrit dans les débuts des années 60. Il y a des fois, il a des fois des visions du bouddhisme qui ont, on va dire, qui sont assez occidentales, colonialistes par moment, notamment son rejet des formes de bouddhisme qui vont être plus populaires, qui va considérer comme des versions un peu dégradées du bouddhisme. Euh, Ça, effectivement, là, on le voit quand il parle de mindfulness, il a cette vision peut-être un petit peu naïve du côté mindfulness. Il n'a pas encore vu, parce que ces dérives qu'on a décrites, dont on parle là depuis peu, ces dérives de ce que j'appelle Mac mindfulness, hein, ce mindfulness capitaliste, c'est quelque chose qui est très récent, en fait. Donc clairement, Walpola Raoula, il y a 60 ans, ça lui passait littéralement au-dessus de la tête, hein. Il n'avait aucune idée qu'on allait arriver à ce genre de choses. Il imaginait probablement pas que 60 ans plus tard, il y a des boîtes qui allaient proposer de la mindfulness et de la méditation bouddhiste à leurs employés pour faire en sorte qu'ils pètent pas un plomb dans leur travail, quoi. Oui, alors je reste pour ta question. Il y a plusieurs voies dans le bouddhisme. C'est effectivement une des difficultés, mais un des intérêts aussi du bouddhisme. C'est qu'il y a énormément de branches du bouddhisme différentes avec des pratiques très différentes les unes des autres. Donc moi, d'ailleurs, merci pour ton follow au passage, hein. Je propose souvent aux gens justement différentes formes de bouddhisme là dans ce que je fais dans mes lives. Euh,
Là, en ce moment, je suis sur 3 formes de bouddhisme différentes. Le lundi, lundi et mercredi, c'est des formes de bouddhisme Mahayana, mais suivant 2 écoles différentes. Le lundi, ça va être une école qu'on appelle Kegon ou Avatamsaka, qui met vraiment l'accent sur le côté interpénétration de toute chose. Le mercredi, on est sur l'école Jodo Shinshu, qui est mon école dans laquelle j'ai été ordonné, qui est une école où on va parler d'un Bouddha qui s'appelle le Bouddha Amida, qui représente la sagesse et la compassion infinie, qui est une école qui est très égalitaire, hein. Il n'y a pas réellement de maîtres et de disciples, comme on peut les retrouver dans beaucoup d'écoles bouddhistes. Il n'y a pas de gourou ou de choses comme ça. Et le vendredi, on est sur le côté Theravada. Et moi, ce que je dis souvent aux gens qui arrivent et qui veulent justement se dire, ok, qui sont perdus, qui se disent, ah, je sais pas trop où aller avec le bouddhisme, il y a plein d'écoles partout, c'est le bordel. Je vous conseille souvent aux gens de lire Le bouddhisme pour les nuls, dans le sens où dans ce petit bouquin, qui est une bonne vulgarisation malgré tout, il parle des différentes écoles à un moment. Il décrit justement très rapidement en un petit paragraphe la plupart des grandes écoles du bouddhisme. Et je dis aux gens, bah, regardez un peu si vous avez des affinités déjà de base avec certaines de ces écoles-là, et ensuite approfondissez. Et si ça vous convient pas, n'hésitez pas à en changer. Il y a des formes de bouddhisme qui sont très variées, autant dans les enseignements que même dans la pratique. Il y a des branches qui sont très austères, hein. Je parlais du zen tout à l'heure avec le côté vraiment très rigoureux. Moi, je suis à l'inverse dans une branche qui est extrêmement libre. On n'a pas besoin de suivre les préceptes bouddhistes. On a un clergé qui est du coup qui se considère comme l'équivalent des gens normaux, hein. Moi, je suis ordonné bonze dans cette tradition japonaise qui s'appelle Jodo Shinshu, mais c'est pas parce que je suis bonze que je suis au-dessus des gens. On a tous le même niveau. On se considère tous comme des gens normaux. Voilà, ce genre de choses. Donc, je vous conseille d'approfondir et ensuite de voir s'il y en a qui vous plaisent plus que d'autres et ne pas hésiter à en changer, en effet, quoi. Le vendredi, en général, ouais, ça discute un peu là. Mais ouais, c'est clair. C'est intéressant, hein. C'est souvent là où on a le plus de discussions parce que on va dire, les formes qu'on étudie le lundi et le mercredi sont des fois des formes peut-être plus, euh, enfin, qui font plus appel à l'émotionnel, à la beauté, à des choses comme ça. Alors que là, le vendredi, on est en général sur du concret, quoi. C'est vraiment des discussions plus philosophiques et on voit derrière ce qu'on en fait, quoi. Mais voilà. Et ce que je dis toujours, hein, pour Jaurès qui vient de débarquer, mais voilà, que les autres savent très bien, euh, j'apporte ici un point de vue. N'hésitez pas à aller contre ce point de vue si vous n'êtes pas d'accord, vous faire votre propre opinion. C'est valable autant pour les textes comme celui-là qu'on étudie, que même les sutras qu'on va lire, hein, donc les textes qui sont censés être des textes sacrés. Faut pas hésiter quand il y a un passage qui vous plaît pas à vous dire ce passage me plaît pas, je suis pas d'accord, quoi. Ça va pas, quoi. J'aime bien le bouddhisme. Alors, Shugden, c'est quoi? C'est une forme de. Alors, si c'est du tibétain, j'y connais rien. Pour info, en fait, je suis dans une tradition japonaise. Euh, je suis dans une tradition qui est japonaise et c'est vrai que ma zone de spécialisation, entre guillemets, c'est le bouddhisme japonais au sens large. Euh, mais typiquement, je suis passé complètement à côté du bouddhisme tibétain parce que j'ai pas forcément d'affinité avec. Mais ouais, du coup, n'hésite pas un petit peu à détailler ce qui te plaît et puis le côté en quoi, du coup, ça te paraît controversé. Puis je vais continuer un petit peu avec ça, quoi. Ce qu'il dit ici, Walpola, par contre, c'est intéressant. Il dit: vous observez parfois dans un restaurant un homme qui lit en mangeant, un spectacle très courant, classique. Il semble très occupé et n'avoir même pas le temps de manger. On pourrait croire qu'il fait les deux à la fois, mais en réalité, il ne fait vraiment ni l'un ni l'autre. Ça, c'est assez vrai. Et moi, j'en suis assez coupable, hein. Souvent, je regarde des vidéos, genre le matin, je regarde des vidéos YouTube en prenant mon petit-déj. C'est vrai que du coup, bah, t'es à moitié dans ta vidéo et à moitié dans ton repas, ou à moitié pas dans l'un ni dans l'autre. Tu t'es un peu perdu, quoi. Son esprit est tendu, agité, troublé. Il ne jouit nullement de ce qu'il semble faire. Il ne vit pas dans le moment présent. Inconsciemment et follement, il essaye au contraire d'échapper à la vie réelle. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas parler avec un ami au déjeuner. Donc apparemment, Walpola, il aime bien discuter avec ses copains au petit-déj, mais par contre, il dit non, non, vous lisez pas de journal en même temps, quoi. Voilà, il dit tant que vous vivrez, vous ne pourrez pas échapper à la vie. Quoi que vous fassiez, que vous résidiez dans une ville ou que vous soyez retiré dans une grotte, vous devez la regarder en face et la vivre. La vie vraie, c'est le moment présent, non pas les souvenirs d'un passé qui est mort et enfoui, ni les rêves d'un futur qui n'est pas encore né. Celui qui vit dans le présent se trouve dans la vie réelle et il est le plus heureux. Quand on lui demanda pourquoi ses disciples qui menaient une existence simple et calme, prenant un seul repas par jour, étaient si radieux, le Bouddha répondit: ils ne se repentent pas du passé, ils ne se préoccupent pas de l'avenir, mais ils vivent dans le présent. C'est pourquoi ils sont radieux. En se préoccupant de l'avenir et en se repentant du passé, les seaux se dessèchent, la séchage de l'archiduchesse, comme des roseaux verts coupés au soleil. Donc,
voilà, on rejoint un peu quand même la problématique mindfulness, machin. Mais ce que j'aime bien ici, c'est qu'il parle, il ne se repente pas du passé. C'est à nouveau ça. Le but ici, c'est pas d'aller s'auto-flageller avec oh, j'ai été horrible dans le passé. Oh, je suis vraiment un bâtard. Oh, bâtard. Non, tu te dis une fois, j'ai été un énorme bâtard. Et ensuite, tu te dis, bon, ben, j'essaierai de plus être un bâtard à l'avenir. Et voilà. Ça sert à rien de trop voilà, s'auto-flageller avec ces erreurs du passé. Vaut mieux en prendre conscience et se dire, je vais essayer de changer. Voilà. Et derrière, arrêter de se tracasser avec. Et pareil par rapport à la préoccupation de l'avenir, hein, c'est ce qu'on disait avant, c'est plus le fait de prendre conscience quand notre esprit il part vraiment dans des scénarios complètement débiles qui n'ont aucun sens sur l'avenir, se faire des suppositions sur des trucs, etc. Vaut mieux effectivement anticiper l'avenir, il faut travailler quand même sur l'avenir, hein. Le but c'est quand même de faire en sorte que le monde soit un monde meilleur. Mais de l'autre, voilà, il y a une nuance et une différence entre ça et ressasser à l'infini des scénarios possiblement et pour la plupart du temps, d'ailleurs, des scénarios qu'on sait très bien qu'ils ne se produiront pas, hein. Commencer à imaginer, ah oui, mais si je faisais ça en discutant avec telle personne, ah oui, oh, puis mon entretien, ça s'est mal passé, voilà. Voilà, voilà. D'accord, ah ouais, donc un tibétain, ouais, un truc tibétain, ouais, c'est pour ça que je connais pas les voix tibétaines, je les connais pas. Le bouddhisme tibétain, c'est vraiment un peu son propre, j'allais dire son propre animal, hein. C'est quelque chose de très particulier, des formes ésotériques qui sont très complexes. Euh, et c'est vrai que étant donné que voilà, moi j'ai cette affinité avec le Japon depuis très très longtemps, c'est assez naturellement que je me suis tourné vers des formes de bouddhisme, on va dire plus japonais, quand j'ai eu à choisir des branches. Mais voilà, le bouddhisme tibétain, ça a toujours été pour moi une espèce de montagne où je me suis dit, Ouah, un jour il faudrait que je m'y intéresse un peu plus dans le détail. Mais il y a déjà tellement à faire avec le bouddhisme, ne serait-ce que le bouddhisme japonais, que il y a une queue de chat en bas là. Il y a tellement de choses à faire avec le bouddhisme japonais que bon, je me dis, c'est. Ouais, ouais, voilà. Peut-être plus tard. Oh, bah, salut, je vous présente Bani. C'est lui qui médite avec moi le matin. T'es un beau gosse, toi. Voilà. Eponine qui dit je passe mon temps à faire des tunnels, à écrire des pavés dans le Discord, viens faire pareil. Ouais, franchement, faut pas hésiter à venir hein, si tu veux partager un peu, si ça t'intéresse. Il y a vraiment, il y a aucun souci. Au contraire, ce sera avec plaisir. Ça apportera aussi un autre point de vue, vu que c'est quelque chose qui nous manque un petit peu, le côté tibétain, hein, effectivement. Ok, bah écoutez, je continue un petit peu, on va continuer là-dessus. Attention, ça c'est intéressant ce qu'il va expliquer ici. Attention, attention ou prise de conscience ne signifie pas que vous devez penser et être conscient du type je fais ceci, je fais cela. C'est le jeu ici qui est en question, hein. Non, c'est justement le contraire. Dès que vous pensez je fais ceci, vous devenez conscient de vous-même et alors vous ne vivez pas dans votre acte mais dans l'idée je suis. Conséquent, votre travail est gâché. Vous devez vous oublier complètement et vous perdre dans ce que vous faites. Alors j'ai l'impression que ça c'est un truc qu'on trouve pas mal dans le zen, hein, notamment, hein, vraiment se mettre à fond dans ce que tu fais. Et ça c'est intéressant ce qu'il dit, parce que j'ai un peu vécu ça il y a pas longtemps. Dès qu'un orateur devient conscient de lui-même et pense je m'adresse à un auditoire, son discours est troublé et le cours de ses pensées rompu. Mais quand il se perd dans son discours, dans son sujet, c'est alors qu'il est le meilleur, il parle bien et s'exprime clairement. Et c'est vrai que, mine de rien, j'ai un peu ressenti ça, c'est marrant, j'ai ressenti ça mercredi quand j'ai relancé les lives, alors que ça faisait ne serait-ce qu'une semaine, hein, ça faisait une semaine que j'avais coupé, le début, en fait, quand j'ai lancé le live, j'ai eu cette espèce de prise de conscience du je suis en train de faire un live, je dois parler devant le live. Et en fait, j'ai eu une espèce de jeu qui s'est mis devant. Alors, il s'est assez vite estompé, mais j'ai eu vraiment un moment cette conscience de je, Greg, fais un live. Et en fait, j'ai eu vachement de mal à démarrer. Alors ça s'est peut-être pas senti, mais personnellement, je l'ai ressenti. Je me suis dit, waouh, j'ai du mal à démarrer là. C'est bizarre. Et en fait, effectivement, j'ai l'impression que quand tu prends conscience que c'est toi, en tant que personne, qui doit donner telle et telle image, qui doit rendre tel et tel truc, qui est toi, personne, devant les gens, et bien à ce moment-là, tu te crées une barrière, en fait, qui fait que naturellement, tu es, je pense, tu es moins bon, d'une certaine façon. D'une certaine façon. Et je pense, enfin, tu vois, c'est une des raisons pour laquelle moi je bloque quand je suis devant une caméra et qu'il n'y a personne derrière. C'est que quand je suis tout seul devant la caméra, je n'arrive pas à faire abstraction de moi-même. Parce que je n'ai pas de personne avec qui discuter, des personnes voilà, avec qui échanger. Je ne peux pas, entre guillemets, me perdre
dans la discussion et dans les personnes avec qui sont en face de moi. Quand je suis tout seul devant une caméra, comme si je devais faire une vidéo YouTube hein, où je suis juste filmé comme ça dans le même setting. Vraiment, pourtant, c'est con hein, parce que c'est le même setting. Je serais dans la même pièce avec le même type d'appareil, hein, sauf que j'aurais peut-être un appareil, une caméra au lieu d'un appareil photo au lieu de juste ma webcam que j'ai en face de moi. Je serais devant un PC exactement de la même façon, mais je serais beaucoup plus bloqué parce que la caméra me renvoie au jeu. Le fait de ne pas avoir de personnes dans lesquelles me perdre me renvoie au jeu et il n'y a, plus que moi, Greg, devant une caméra. Et moi, ça me bloque vraiment violemment en fait. Et, euh, et ouais, c'est un collège qui te met une pression et c'est plus encore qu'une pression. C'est pas vraiment de la pression enfin, il y a la pression, il peut y avoir potentiellement de la pression, mais plus encore que de la pression, c'est le fait de te créer. C'est comme si tu te crées une sorte de barrière, une sorte d'intermédiaire entre le flux de tes pensées qui est là pour envoyer du steak, les gens qui sont en face de toi, c'est comme si tu mettais jeu. Il y a jeu en face. Il y a jeu Greg qui va filtrer ça, qui est là, comme une espèce de surmoi hein, qui est là et qui bloque un peu le flux des pensées. Alors qu'à partir du moment où j'oublie tout ça et où je me laisse juste aller à la discussion, à ce qui se passe, à rebondir avec vous et tout, et ben là c'est beaucoup plus simple, bizarrement. Voilà. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, j'ai plus de facilité à faire des lives sur Twitch parce que je sais qu'il y a des gens derrière que de me filmer tout seul devant une caméra où là, j'ai l'impression que c'est juste moi avec moi-même, en fait. Bizarre. Enfin, je sais pas, c'est un ressenti. Hein. Je sais pas si c'est exactement le mécanisme qui se passe, mais c'est un ressenti, quoi. Greg est en train de dire de nous expliquer, en train de nous expliquer qu'il nous utilise. Je vous utilise pour pouvoir parler. Vous m'aidez en fait. Puis le fait que vous rebondissiez, c'est important en fait. Ça me permet de maintenir tout ça et de me dire que bah il y a des gens devant en fait. Et Kogai qui dit mais qui a bien raison, c'est une question d'habitude. Et oui, je suis entièrement d'accord. Et on le voit beaucoup, hein, les premières vidéos, je rigolais souvent avec ça parce que Sophie, ma femme, hein, du coup, qui a sa propre chaîne YouTube et qui du coup bah, fait des vidéos, les vidéos de cours de japonais, etc. Elle a toujours été beaucoup plus à l'aise que moi. Vraiment, moi, la seule vidéo que j'ai fait pour YouTube, sur YouTube, sur notre chaîne, j'ai eu un mal de chien à la faire. Il a fallu vraiment, en fait, que j'ai un prompteur. Littéralement, que j'ai un texte que je déroule. Parce que si je devais parler naturellement comme je parle avec vous là, devant une caméra sans personne en face, je n'y arrive pas. Ça me bloque. Mais je disais de ça pour dire que Sophie, effectivement, les premières vidéos qu'elle a faites, tu sens qu'elle est moins naturelle. Et plus ça avance, effectivement, plus tu gagnes en naturel, plus l'habitude te permet voilà, d'être peut-être comme je le suis là, mais devant une caméra, quoi, devant juste une caméra. Mais ouais, c'est bizarre, hein. Ça, c'est assez bizarre comme exercice, hein. Le fait de se filmer comme ça, sans personne en face, c'est un peu cringe pour moi, mais bon, c'est mon avis. On verra avec le temps, je le ferai peut-être quand même. Donc on disait, voilà, l'idée de s'oublier d'une certaine façon, essayer de casser cette barrière, cette impression du je fais quelque chose, je dois rendre cette image, ou simplement ce jeu qui fait cette espèce de porte qui filtre une partie des pensées. Il dit, voilà, toute grande œuvre, artistique, poétique, intellectuelle ou spirituelle, est accomplie dans le moment où son créateur est complètement absorbé dans son action, où il s'oublie absolument, où il est débarrassé de la conscience de soi. Je trouve que c'est quelque chose qu'on ressent assez bien aussi avec les musiciens, par exemple. Quand un musicien est vraiment complètement dans la musique qu'il fait. Et je trouve que dans la musique, c'est peut-être aussi un état où c'est très facile d'y arriver quand tu es toi-même, quand tu joues de la musique, par exemple. Je prends l'exemple avec les handpan que j'ai derrière moi. Il y a un instrument qui est justement qui facilite le côté improvisation et tout. Effectivement, c'est des instruments où assez vite tu vas pouvoir oublier que tu es en train de jouer et juste te laisser aller à la musique, au son, etc. Mais ça, on le retrouve aussi avec n'importe quel musicien quand il devient assez bon dans son instrument et qu'il a pu à penser à ce qu'il fait. Ah, il y a un moment, en fait, tu atteins un niveau avec n'importe quel instrument où, en fait, c'est tes doigts qui bougent tout seuls, ou tes doigts, ou ton souffle, ou ce que tu veux, en fonction de l'instrument que tu fais. Mais t'as plus besoin de réfléchir, t'as plus besoin d'avoir la partition devant toi. En fait, ton corps a intégré la musique en question. Et du coup, ton corps n'a plus qu'à le faire en soi. T'as plus besoin d'avoir ce filtre du je dois jouer comme ça, je dois faire attention. Ah oui, là c'est un do, machin. Mais ouais. C'est à côté de ce qui après, c'est plus simple d'avoir des personnes qui pourraient interagir, être dans l'échange, car quand tu es tout seul, tu peux rebondir et échanger, ouais. Ouais. Les solos de Jimmy Page qui est en trance, ça va toujours fatiguer. Ouais, tout musicien, les musiciens de jazz aussi, quand ils partent dans des solos de fou et tout, ouais, ça, c'est énorme, hein. Mais tout musicien, quand il part vraiment dans son truc, c'est incroyable à voir, quoi. Incroyable à voir. Et
Mais ouais, ce que Sarah Cottage disait, c'est vraiment ça. Et moi, c'était une de mes peurs hein, quand j'ai lancé les lives au début. Je me suis dit, mais waouh, attends, si j'ai genre personne, ou genre une personne qui est là en lurk et qui parle pas, ça va être très très dur pour moi. Ça va être vraiment compliqué. Je vais me retrouver dans la même problématique que devant une caméra, juste une caméra. Et heureusement, assez vite, voilà, j'ai eu des gens, j'ai eu vous qui participaient, qui m'aidaient. Donc ça me permet d'être voilà, beaucoup plus naturel, quoi. Donc il dit cette attention, cette conscience vigilante de nos activités que le Bouddha enseigna, consiste à vivre dans le présent, dans l'acte même. C'est aussi la voie du zen qui est essentiellement fondée sur cet enseignement. Hashtag Dagdeg. Arrobas Dagdeg. On envoie hashtag à Dagdeg. Ici, dans cette forme de méditation, vous n'avez rien de particulier à faire pour développer votre attention. Vous n'avez qu'à être vigilant et attentif. C'est honnêtement beaucoup plus dur à dire à faire qu'à dire. Hein. C'est pas si évident. Hein. Pardon. Quoi que vous soyez en train de faire, vous n'avez pas à perdre une seconde de votre temps précieux à cette méditation particulière, mais vous devez cultiver l'attention et la prise de conscience tout le temps, jour et nuit, à l'égard de toutes les activités de votre existence quotidienne. Les deux formes de méditation dont nous venons de parler concernent principalement le corps. Alors là-dessus, je trouve qu'il est un petit peu dur dans le sens où vraiment c'est extrêmement, extrêmement difficile à faire, un truc comme ça. Avoir vraiment s'oublier dans les activités qu'on fait, tout en ayant conscience de ce qu'on fait, ouais, c'est très très compliqué. C'est pour ça qu'en général, les gens vont plus pratiquer ça pendant de la méditation assise, où justement tu limites les stimuli qui arrivent sur toi pour pouvoir du coup avancer et pratiquer ce genre de choses. Parce que le faire dans la vie quotidienne, en temps normal, à part vraiment dans des cas très spécifiques, c'est compliqué, quoi. Je sais pas si par exemple, tu peux arriver à faire ça en faisant Si, j'imagine que tu dois pouvoir, mais genre en remplissant ta déclaration d'impôt, par exemple, je sais pas, c'est un peu chaud à faire, tu vois. Pratiquer ça en faisant ta déclaration d'impôt. Je m'oublie moi-même en faisant ma déclaration d'impôt. Je sais pas. Ça doit être faisable d'une certaine façon, je pense quand même. Il y a maintenant une manière de... Donc là, il parlait plutôt, on va dire, de l'attention au corps. Hein. Il dit maintenant, il y a maintenant une manière de pratiquer le développement mental, la méditation, qui concerne nos émotions ou sensations, que celles-ci soient agréables, désagréables ou neutres. Prenons un exemple. Vous éprouvez une sensation douloureuse. Dans cet état, votre esprit est assombri, plongé dans le vague. Il n'est pas lucide, il est déprimé. Parfois même, vous ne voyez pas clairement pourquoi vous éprouvez cette sensation pénible. Tout d'abord, vous devriez apprendre à ne pas être malheureux à propos de vos sensations désagréables, à ne pas vous tracasser au sujet de vos chagrins. À nouveau, plus facile à faire qu'à dire. Hein. Mais essayez de voir clairement pourquoi cette sensation de tristesse, c'est là où ça devient intéressant, de tracas et de douleur. Mais essayez de voir clairement pourquoi il y a cette sensation de tristesse, de tracas et de douleur. Essayez d'examiner comment elle apparaît, quelle est sa cause, comment elle se dissipe et cesse. Tâchez de l'examiner comme si vous l'observiez du dehors, sans réaction subjective, comme un savant observe un objet. Ici encore, vous ne devez pas regarder subjectivement comme ma sensation, mais seulement comme une sensation objectivement. Il vous faut encore oublier cette idée fausse du je. Lorsque vous discernez sa nature, comment elle apparaît, comment elle disparaît, votre esprit devient impartial à l'égal de cette sensation, il devient détaché et libre. Il en est de même pour toutes les émotions, toutes les sensations. Alors, intéressant, avec à nouveau, je vais mettre encore des bémols parce que bon, Walpola, il vous décrit, Walpola d'une certaine façon, ce qu'il fait là, hein, il vous décrit, on va dire, le côté un peu idéal de la chose. Maintenant, il y a la réalité de la vraie vie. J'ai envie de ramener les choses dans la réalité de la vraie vie. Ce qu'il explique là, c'est des choses qui peuvent être intéressantes à pratiquer dans le cas où effectivement vous avez des douleurs jusqu'à un certain point. J'ai envie de dire, ce truc marche jusqu'à un certain point. Exemple. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, hein, et ceux qui sont tatoués le savent, j'ai pas mal de tatouages, genre vraiment pas mal. Et en plus, moi, je me fais tatouer à la façon traditionnelle japonaise, donc en tebori, donc sans machine, avec vraiment, du coup, contrairement à la sensation de la machine qui vous fait une ligne comme ça qui fait mal, le tebori, ça fait vraiment pic, 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 pic. Pic, 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 pic. Et du coup, ça marche pas mal, le tebori en particulier, pour méditer justement sur la douleur, un peu comme il l'explique ici. Moi, j'ai trouvé justement que ce type de conseil-là m'était assez utile pour supporter le tatouage, dans le sens où je vais pratiquer. Alors, je le fais pas systématiquement. Hein. En fait, j'ai un peu deux cas. Il y a des cas où j'ai vraiment pas envie de me faire chier et c'est pas des zones très douloureuses. Du coup, je vais mettre de la musique ou je vais mettre un podcast ou un machin. Mais il y a d'autres cas où c'est un petit peu plus douloureux, où j'ai besoin un peu plus me concentrer, où là, en fait, je vais observer la douleur comme elle arrive, sans la juger. Un peu, exactement comme il dit là, un peu comme si on était un observateur externe.
Donc, je ne dis pas c'est moi, Greg, qui ressens de la douleur, mais il y a la douleur. Et on l'observe d'un point de vue un petit peu externe, en disant, bah voilà, là je sens, ça fait mal, 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 mal. Moins mal, moins mal, moins mal, moins mal, moins mal. En fait, par exemple, avec le théorie, en observant comme ça, on voit, et ça on le ressent pas forcément naturellement, mais on voit par exemple que, en général, quand il attaque une nouvelle zone, le temps que les, euh, les éléments du corps qui réduisent la douleur arrivent, tant que les endorphines et les machins comme ça arrivent, ça va faire plus mal, 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 moins mal, moins mal, moins mal, moins mal. Et après, quand il va recommencer juste à côté de cette zone, ça va encore, tant que c'est dans une zone à peu près proche, ça va faire pareil. Et s'il s'éloigne un petit peu, ça va refaire plus mal, moins mal, moins mal, moins mal, moins mal, comme ça. Et du coup, ça nous permet, en fait, en observant ça, de mieux gérer la douleur, parce qu'on est plus détaché par rapport à ça. Là où, par contre, j'arrive avec le côté plus, un peu de limite par rapport à ce que je suis en train de dire là, c'est que je trouve que cette technique marche tant que la douleur est raisonnable. Si, par exemple, il me fait, on va dire, il est en train de me tatouer le bras ou le torse, c'est OK. Ça marche relativement bien. Si ça fait 1h30 qu'il est en train de me tatouer vers les côtes, au bout d'un moment, tu n'y arrives plus. En fait, au bout d'un moment, la douleur prend tellement le pas dessus que ça devient difficile d'appliquer cette observation détachée, en fait. Cette observation détachée des choses, je trouve elle marche vraiment et elle est faisable principalement quand la douleur n'est pas trop forte. Après, c'est peut-être parce que moi, j'ai pas assez pratiqué tout ça, bien sûr, hein. Mais en fait, il y a un moment, il y a des formes de douleur qui prennent tellement le dessus sur le reste que tu ne peux que les subir et tu n'arrives pas à détacher, ou plutôt à observer avec détachement la douleur. Donc voilà, c'est pour ça que, alors peut-être que bien sûr, moi, nouveau, je suis pas un grand méditant, hein. Jodo Shinshu, de base, les gens, ils méditent pas. Donc moi, je médite déjà, ce qui est bizarre dans ma branche. Mais après, la douleur, c'est aussi un signal d'alarme, hein. Bien sûr, bien sûr. À la base, la douleur, c'est fait pour que si jamais, comme un débile, t'as mis ton pied dans le feu, tu l'enlèves le plus rapidement possible. Ou si t'as mis ta main sur un truc qui coupe, que tu l'enlèves le plus vite possible. Elle est là pour ça aussi. Mais effectivement, ce qu'il explique là, c'est quand même intéressant dans certains cas. Alors, je prends l'exemple du tatouage parce que voilà, c'est un exemple concret où on ressent de la douleur. Mais il y a des limites à ça. Après, voilà, ce que je suis pas un méditant le plus poussé du monde, hein, concrètement. Il y a peut-être des méditants à des niveaux de dingue qui sont capables d'appliquer les mêmes choses à des douleurs chroniques, par exemple, qui sont très fortes. Mais moi, de mon observation personnelle au niveau où moi j'en suis, je sais que voilà, il y a vraiment une sorte de threshold, j'allais dire, hein, une limite au-dessus de laquelle je n'arrive plus à appliquer ce type de méditation quand je ressens de la douleur. Clairement. Et à un moment, la douleur, elle est trop forte, c'est ingérable. Mais voilà. Il y a Babushka qui dit les femmes savent, hein, les techniques de relaxation pendant l'accouchement, ça marche moyen. Je pense que c'est un peu le même délire, c'est que c'est ça, ça marche pendant un certain temps. Il y a aussi sur les douleurs qui sont longues, et là je prends l'exemple que je peux pas parler d'accouchement, mais je peux parler de tatouage par exemple. Ce qui va se passer aussi, c'est que le mental, au bout d'un moment, vous le savez, toutes les personnes qui se sont fait tatouer, hein, c'est un peu comme si comme dans un jeu vidéo, hein, tu as une jauge de mental, tu as une jauge de stamina si tu veux, ou une jauge d'endurance. Et en fait, plus le tatouage avance, plus tu fatigues. Et plus tu fatigues, plus ta jauge d'endurance, elle diminue. Et en fait, plus ta jauge d'endurance diminue, plus ta jauge de douleur monte, en fait. Donc au début, ta jauge d'endurance, elle est là, ta jauge de douleur, elle est là. Et plus le tatouage avance, plus ça fait ça. Et en fait, il y a un moment, ta jauge d'endurance, elle est trop basse, tu es trop fatigué. Et si la zone, en plus, est beaucoup plus douloureuse, à ce moment-là, la douleur prend le pas. Et là, quand ça dépasse les deux, c'est là où ça devient difficile de continuer pour moi à appliquer les conseils de Walpola Raoula qui donne ici dans la méditation, quoi. Ouais, c'est ça, l'épilation électrique et l'épilateur, ça douille, mais à un moment, on fait plus attention à la douleur, sauf quand on change de zone. Je pense que c'est la même chose, hein, ça, c'est que tu as les endorphines, en fait, t'as vraiment qui viennent là pour te stopper la douleur. Enfin, je crois que c'est les endorphines. Le mec a fait bio, hein. J'ai fait quand même une fac de bio et une formation d'ingénieur biomédical, mais je suis nul. J'ai tout zappé. Mais bref, en tout cas, il y a ce truc qui permet effectivement de limiter la douleur, qui vient sur cette zone, en fait, c'est son taf. Mais du coup, quand tu changes de zone, bah, ils sont pas encore à cet endroit-là. Du coup, le temps qu'ils arrivent, eh bien, ça fait mal, tout simplement. Bon, voilà, bon, c'était un petit tunnel, hein, sur ça. Mais voilà, apprendre avec des pincettes, parce que quand on lit Walpola ici, on a l'impression que c'est vraiment l'état auquel il faudrait arriver. Et d'un point de vue personnel, moi, je n'y suis jamais arrivé. Je ne sais pas, en fait, si c'est réellement faisable à ce niveau-là, quoi. Au niveau aussi poussé qu'il le décrit. Venons-en maintenant à la forme de méditation qui concerne votre esprit.
Vous devriez avoir pleine conscience du fait que chaque fois que votre esprit est passionné ou détaché, chaque fois qu'il est dominé par la haine, la malveillance, la jalousie ou au contraire plein d'amour, de compassion, chaque fois qu'il est dans l'illusion ou bien qu'il a une connaissance claire et juste et ainsi de suite. Donc en fait, on devrait avoir essayé de se rendre compte quand notre esprit part en cacahuète. C'est ce qu'il est en train de dire là. Hein. Nous devons reconnaître que nous sommes très souvent effrayés ou honteux de regarder notre propre esprit, ainsi nous préférons l'éviter. On devrait être assez hardi et assez sincère pour regarder son esprit comme on regarde son visage dans un miroir. Il ne s'agit pas ici d'une attitude critique, de juger et de discerner ce qui est juste et faux ou bien et mal. Il s'agit simplement d'observer, d'être attentif, d'examiner. Ici, vous n'êtes pas un juge, mais un savant qui constate un fait. Lorsque vous observez et discernez clairement la vraie nature de votre esprit, vous devenez impartial vis-à-vis de ses émotions, de ses sentiments, de ses états. Vous devenez ainsi détaché et libre, et vous pouvez voir alors les choses telles qu'elles sont. Donc là, il va prendre un exemple pour expliquer ça, puis on va pouvoir en discuter un petit peu. Voici un exemple. Supposons que vous soyez en colère, dominé par celle-ci, par la malveillance, par la haine. Il est curieux et paradoxal qu'un homme emporté de cette manière ne soit pas réellement conscient de l'état dans lequel se trouve son esprit, ce qui est en général le cas quand on est fin vénère. Hein. Au moment où il voit sa colère, aussitôt, celle-ci devient, dirait-on, timide, honteuse, et elle commence à tomber. Donc en fait, à partir du moment où on observe ça, où on se rend compte de ça, on a tendance naturellement à devenir moins énervé. Vous devez examiner sa nature, comment elle apparaît, comment elle disparaît. Il faut ici encore se souvenir qu'on ne doit pas penser « je suis en colère » ou « c'est ma colère ». Vous devez seulement être attentif et être conscient de l'état de l'esprit livré à la colère. Vous observerez objectivement, vous examinerez un esprit en colère. Telle est l'attitude qu'il importe de prendre à l'égard de tous les sentiments, émotions, états d'esprit. Ça, pour le coup, je trouve que c'est un des éléments qui est peut-être le plus intéressant à pratiquer. Et c'est quelque chose dont on avait un petit peu déjà discuté hein, sur la chaîne, cette idée de dire, enfin plutôt de prendre conscience, en fait, cultiver la prise de conscience de ses émotions. Et à nouveau, en fait, quand les... je viendrai sur ta question après. Batu Kraslar. Ouah, attends, doucement, doucement avec les questions cheloues. Avant de te prendre... Oh, ça y est, il est arrivé, il a sorti un élément homophobe. Alors, vous voyez, j'ai cultivé la compassion. J'ai cultivé surtout la patience. J'ai cultivé le paramita de la patience. Parce que je sentais que ça allait partir en couille, mais j'ai quand même cultivé le paramita de la patience. Mais bon, à un moment, malgré tout, il faut savoir, quand le moment doit arriver, d'envoyer une mandale de canon. La mandale de canon arrive. Et là, malheureusement, il va devoir sortir. Ah, je suis désolé, monsieur. Vous êtes ban. Ah là là. C'est fort dommage. La mandale de canon. Elle arrive. Et voilà, et du coup, je n'ai pas cultivé de colère et de haine. Je me suis juste dit, bon. En même temps, ça sentait le roussi. On les sent, hein, les mecs, hein, c'est ouf. Hein. On les voit. Hein. Ah oui, bah merde. Ouais, alors par contre, ouais, toi, tu t'es... Éponine qui s'est pris qui s'est fait enlever son message parce qu'elle l'avait mis en majuscule. Désolé. Ouais, c'est nouveau la mandale de Canon. Hein. C'est le classique, c'est l'attaque de Netero. Voilà, c'est le ban. Le ban, c'est la mandale de Canon. Désolé. Ça fait longtemps. Hein. En plus, c'est marrant, je m'étais posé la question, je fais une digression rapide. Je m'étais posé la question la dernière fois, pourquoi est-ce que lundi, je crois que c'était lundi avant que je parte en vacances, pourquoi est-ce qu'il y avait autant de jeunes qui venaient dire des dingueries dans le chat? Puis je me disais, ah tiens, c'est marrant, maintenant on en a plus et tout. Bah si, ils reviennent. Ils reviennent. Je me suis dit, ça se trouve, j'aurais jamais l'occasion d'utiliser ma mandale de Canon. si, ça arrive. Ça arrive. Et du coup, voilà, j'en étais pour expliquer cette histoire de colère. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant, mais qui est difficile à faire à nouveau. En fait, souvent, quand on est pris dans ces émotions de colère, d'énervement, etc., il nous manque cet espace par rapport à la colère. En fait, on est, comme je disais tout à l'heure, avec la douleur qui nous envahit entièrement, ben là, on est souvent, quand la colère arrive, on va être envahi entièrement par la colère. Et en fait, on va souvent réagir brutalement, d'instinct, rapidement, sans avoir cet espace
qui nous permet de nous rendre compte de la colère. Des fois, on s'en rend compte, mais après, par exemple. Et des fois, on a cette espèce de coup de chance où, au moment où la colère apparaît, on s'en rend compte et à ce moment-là, on observe qu'il y a la colère. Et le fait d'observer qu'il y a la colère permet justement tout de suite de l'éteindre d'une certaine façon. Et c'est là où la méditation peut nous aider, parce que dans la vie de tous les jours, c'est très difficile à cultiver, mais effectivement, dans la méditation, on va pouvoir prendre plus conscience de ce qui se passe dans notre esprit, dans notre corps, dans nos sentiments, de nos sensations, de nos états émotionnels, etc., etc. Donc on va pouvoir les observer dans un cadre qui est quand même plus coupé du monde. Parce que la difficulté, en fait, avec ces éléments-là, c'est quand le monde nous arrive en plein dans la gueule, en fait. C'est, je sais pas, d'un coup... Moi, là où, par moi, où j'ai du mal à réagir d'une façon bonne, c'est quand je me fais agresser gratuitement, verbalement, mais sans prévenir, en fait. Si j'ai le temps de m'y préparer un peu, ça va. Mais genre exemple qui s'est passé il y a pas longtemps où j'ai réagi comme un débile, on allait à un vide-grenier avec Sophie, on arrive sur le parking du vide-grenier, on veut se garer. Et puis, il y a une dame qui est bloquée sur la seule place qui est là, et je sais pas ce qu'elle fout, elle bouge pas. Donc moi, bah, je commence à reculer tranquillement, mais doucement, en lui disant, bah, elle va peut-être bouger. Puis bah, la dame, oui, au dernier moment, elle bouge, mais je me dis, qu'est-ce qu'elle fait à bloquer sur la place? Et là, elle se met à côté de moi, et elle commence à m'insulter, mais gratos. Et en fait, on a découvert après, dans le vide-grenier, en se baladant, que c'est quelqu'un qui avait probablement un trouble mental, parce qu'elle insultait aussi les gens des stands. Mais sur le coup, en fait, j'ai réagi un peu en m'énervant sur elle parce que j'ai été tellement pris de court par le fait de me faire comme ça insulter gratuitement sans prévenir, je m'y attendais vraiment pas, que mon esprit a réagi d'instinct en m'énervant également. Et c'est après coup que je me suis dit, mais pourquoi tu t'es énervé? Ça sert à rien, tu vois. C'est débile en fait. Mais là, il m'a manqué en fait cet espace qui m'aurait permis de prendre conscience que la colère commençait à monter en moi, l'observer et réagir en fonction. Là, c'est juste que c'est arrivé d'un coup. Ma colère est montée d'un coup et j'ai pas réussi à le voir. Voilà. Mais du coup, le fait d'en avoir pris conscience après coup, je me dis, voilà, le sang n'a fait qu'un tour. C'est exactement ça, Sarah Cottage. Le sang n'a fait qu'un tour et c'est monté d'un coup comme ça. Et je me dis, bon, peut-être qu'à force de me rendre compte de ça, parce que du coup, l'avantage, c'est que j'ai pu quand même l'analyser dans un second temps en me disant, t'as été débile de réagir comme ça. Peut-être que la fois d'après, j'arriverai à voir cet espace d'une microseconde qui pourrait me permettre de ne pas réagir aussi brutalement. Donc voilà. Mais à nouveau, il y a l'aspect idéal des choses qui serait, ben, effectivement, c'est débile de s'énerver, donc pourquoi tu t'énerves? Et l'aspect du réel qui fait que, ben, par moment, effectivement, ton sang ne fait qu'un tour et tu réagis comme un débile. Ce qui est important, c'est que quand ça arrive, tu peux aussi, idéalement, t'en rendre compte peut-être plus vite. En disant, ok, waouh, là, j'ai réagi vraiment comme un débile. Et si si tu réagis assez vite, si tu t'en rends compte assez vite, tu peux peut-être éviter que ta colère s'envenime et éventuellement derrière t'excuser auprès de la personne, tu vois. C'est aussi possible. C'est aussi possible. Mais effectivement, comme dit Jardin de Thé, on n'est pas toujours dans le contrôle. C'est ça qui est délicat, quoi. Bien entendu. Donc voilà, c'était un exemple. La colère, c'est vraiment un exemple quand même classique par rapport à ça, quoi. Voilà, juste une réaction humaine. On n'est clairement pas des saints, à ce que dit Babouchka. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Ensuite, il dit, il y a une forme, enfin une forme de méditation qui porte sur les sujets moraux, spirituels et intellectuels. Toutes nos études, nos lectures, nos discussions, toutes nos conversations et nos réflexions sur ces questions sont incluses dans cette méditation. Bah là, c'est simplement la méditation au sens plus réflexion sur les textes, sur les situations de la vie, etc., sur les enseignements. Lire ce livre-ci et penser profondément aux sujets qui y sont exposés, cela est une forme de méditation. Nous avons vu que la conversation entre Kemaka et le groupe de moines était un genre de méditation qui les conduit à l'atteinte du nirvana. Donc là, Kemaka, hein, c'était dans un des lives qu'on a fait il y a un peu de temps en arrière, où il y avait une discussion entre Kemaka et d'autres disciples du Bouddha sur l'état de Aharant et l'état, est-ce qu'il y a un résidu de sensation de je, moi, chez Kemaka? Et Kemaka expliquait que malgré le fait qu'il ait compris qu'il n'y a pas de je, il sent quand même en lui ce jeu résiduel, ce moi qui est encore là. Et en discutant de tout ça avec les disciples, eh ben, les disciples avaient atteint un niveau de réalisation supérieur, en fait. Donc c'est une atteinte par la discussion. Donc il y a effectivement une réflexion sur des sujets, un peu comme on fait là, hein, on discute de sujets. Et effectivement, c'est en soi une forme de méditation aussi. Selon cette forme de méditation, vous pouvez ainsi étudier, penser et réfléchir sur les 5 empêchements qui sont les désirs sensuels, la malveillance, la haine ou la colère,
la torpeur et la langueur, le fait d'être en mode trop chill, l'excitation et le remords, le fait de ne pas être assez chill, les doutes sceptiques. Alors doute sceptique, hein, ici, ça veut pas dire, toujours pareil, hein, ça veut pas dire prenez pour argent comptant tout ce qu'on vous dit, tout ce que le Bouddha dit, etc. Mais c'est juste qu'à un moment, il faut aussi trancher ses doutes et puis ben, se lancer dans les choses, quoi. À un moment, à tergiverser en boucle, on ne fait jamais rien non plus. Donc il y a ça aussi. Ces 5 éléments sont considérés comme s'opposant à toute compréhension claire, en fait à tout progrès. Quand on est dominé par eux, sans savoir comment s'en débarrasser, on ne peut pas comprendre ce qui est vrai ou faux, bon ou mauvais. Donc il dit voilà, ça c'est par exemple, on peut méditer là-dessus. Hein. On peut méditer aussi sur les 7 facteurs d'éveil, tels que l'attention, c'est-à-dire être conscient et attentif dans tous les actes, dans tous les mouvements physiques et mentaux, comme nous venons de le dire, donc c'est ce qu'il a expliqué avant. L'investigation et la recherche concernant les divers problèmes sur la doctrine, donc là c'est réfléchir vraiment sur les enseignements. Est-ce que ça a du sens pour moi? Est-ce qu'il y a des choses qui me plaisent, des choses qui ne me plaisent pas? Est-ce qu'il y a des choses qui me paraissent fausses ou justes? Sont incluses dans cette rubrique toutes nos études religieuses, éthiques, philosophiques, toutes nos lectures, recherches, discussions, conversations et même l'assistance à des conférences sur de telles questions doctrinales. L'énergie de travailler avec détermination jusqu'à ce que le but soit atteint, qui est du coup le truc qui contre la torpeur. Hein. D'une certaine façon, l'investigation va contrer le doute, l'énergie va contrer tout ce qui est torpeur, la joie, qualité qui s'oppose absolument à un état d'esprit pessimiste, sombre ou mélancolique, qui va contrer du coup le côté, aussi en partie le côté torpeur, aussi en partie le côté, on va dire, colère, la détente du corps et de l'esprit. On ne doit pas se raidir ni physiquement ni mentalement, qui lui pour le coup va contrer le côté plutôt excitation. Hein. La concentration dont nous avons discuté plus tôt, où là c'est vraiment ce qu'il appelle samatha, hein, donc le fait de concentrer son esprit sur une chose. Et enfin, l'équanimité, c'est-à-dire être capable de faire face avec calme, sans être troublé, à toutes les vicissitudes de la vie. Où là, ça va contrer pas mal des éléments, notamment les désirs sensuels, et aussi potentiellement la malveillance, la haine et la colère. Voilà. Donc on peut aussi méditer sur ces différents éléments. Ce qui est essentiel pour cultiver ces qualités, c'est une volonté, une inclination sincère. Les textes décrivent en outre beaucoup d'autres conditions matérielles et spirituelles qui contribuent au développement de chacune de ces qualités. On peut aussi méditer sur des sujets comme les 5 agrégats en réfléchissant sur la question « Qu'est-ce qu'un être ?» Qu'est-ce qui me compose? Qu'est-ce que Greg? Qu'est-ce que vous? Qu'est-ce que le chat? Ou qu'appelle-t-on « je » Bien encore, on peut méditer sur les 4 nobles vérités, comme nous en avons discuté plus haut. L'étude de ces sujets, les recherches qui les concernent, constituent cette 4e forme de méditation qui conduit à atteindre la vérité ultime. À côté de ceux que nous venons de mentionner, il y a encore beaucoup d'autres sujets de méditation, au nombre de 40 selon la tradition. Parmi ceux-ci, nous devons mentionner les 4 états sublimes, étendre amour universel, illimité et bienveillance sur tous les êtres vivants, sans discrimination. Comme une mère qui aime son unique enfant. Donc on devrait traiter tous les êtres, donc les animaux aussi, hein, tous les êtres, comme si c'était comme une mère qui aime son unique enfant. La compassion pour tous les êtres qui souffrent, qui sont en difficulté, dans l'affliction. La joie sympathique pour le succès, le bien-être et le bonheur des autres. L'équanimité dans toutes les vicissitudes de la vie. J'aime bien l'idée, la joie sympathique aussi. Ça auquel on pense pas forcément, on pense souvent, quand on pense bouddhisme, on va justement beaucoup penser à l'amour universel, la compassion, etc. J'aime beaucoup cette idée de, du coup, la joie sympathique qui fait que du coup, on se réjouit pour l'atteinte spirituelle et les bienfaits que récoltent les autres. Donc ça, c'est très très cool aussi. Et on le voit hein, quand on parle pas mal du... Parce que là, on s'approche quand même pas mal dans ces 4 points-là, 4 états sublimes, on s'approche pas mal aussi du côté bodhisattva, hein, l'idéal du coup du bodhisattva, celui qui œuvre pour le bien de tous les êtres. Il œuvre notamment via un amour universel, une compassion pour tous les êtres, comme une mère pour son unique enfant, une joie sympathique pour tous les autres et une équanimité. La joie sympathique, on le voit avec les bodhisattvas, hein, ils sont jamais en train de se tirer dans les pattes en disant « Waouh, regarde lui ce bâtard comme il est trop avancé sur la voie, ouais, il a dû tricher et tout. » Non, non, l'idée c'est au contraire. On est heureux en disant « Waouh, lui il est plus avancé que moi, tant mieux, c'est trop bien pour lui, peut-être qu'il va pouvoir m'apprendre des choses. » quoi. Sarah Koteshkili avec les araignées, j'ai du mal à être maternel. Si tu veux, moi j'ai le même truc, j'ai le même. Quand je te parle de limite de threshold, hein, de limite que j'ai, il y a une taille d'araignée à partir de laquelle j'arrive plus. Tant qu'elles sont en dessous d'une certaine taille, j'y arrive.
Je peux avoir vraiment de la compassion. Genre vraiment les toutes petites araignées, me dit bon bah c'est une petite. Je les appelle les bons à 8 pattes quand elles se baladent dans ma pièce. C'est les petits bons à 8 pattes. Mais vraiment genre quand l'araignée elle commence à être genre désolé les arachnophobes. Quand elle commence à être genre de cette taille là, euh, euh, c'est dur, c'est dur. On avait eu un coup comme ça, pour une petite anecdote, quand on était chez le frère de Sophie, donc de ma femme, le frère de ma femme. Il habite à La Réunion, sur l'île de La Réunion, parce qu'il est né là-bas en fait. Puis donc il a fait ses études sur Paris, puis il est retourné sur l'île de La Réunion. Donc on était allé le voir, on n'y allait qu'une fois pour l'instant, on est allé le voir à La Réunion. Et à un moment, on était chez lui tout pépère en train de jouer à des jeux vidéo. Et, euh, et Seb, le frère de Sophie, se retourne vers Sophie, il lui fait Sophie, il me semble que t'as peur des araignées, non? Sophie, elle fait ben ouais. Et là, il la regarde et il fait euh, quelle taille? Et là, tu fais oh putain, non, ça c'est pas bon signe. Et en fait, il y avait une babouque, ce genre des trucs comme ça, des trucs énormes, énormes. Elle était en train de courir comme une dingue dans le salon. Sophie, elle a cru qu'elle allait die. Ah, c'est même moi, je faisais pas le malin, je t'assure, quoi. Et après, il nous dit, non, non, mais en plus, il y en a une, des fois, elle se balade dans les toilettes du bas. Alors, bien sûr, plus personne, ni Sophie ni moi, n'avons utilisé les toilettes du bas, hein, du coup. Ah ouais, là, les babouks, waouh, c'est des belles bêtes, hein. C'est vraiment des belles bêtes, hein. Donc voilà, mais j'essaye de cultiver ça aussi. J'essaye d'augmenter ma compassion à la taille des araignées, tu vois. Au début, j'ai commencé par les toutes petites parce que ça allait. Maintenant, c'est un peu plus gros. Puis je me dis peut-être qu'à terme, j'aurai de la compassion pour toutes les formes de taille d'araignée. Voilà. Voilà, voilà. Désolé les arachnophobes hein, pour le petit micro-tunnel araignée. Je suis désolé. Donc écoutez, en tout cas, on a terminé ici ce chapitre sur la partie plus méditation et on pourra ensuite attaquer la prochaine fois le chapitre 8 qui concerne la morale bouddhiste et la société, où là du coup on va parler plus de côté engagé dans la société. Donc ça va être intéressant d'en voir. Il faut que je le relise un peu parce que je me souviens plus exactement dans ce passage-là de tout ce que discute Walpola Raoula, donc on va voir si je suis d'accord ou pas. On va avoir l'occasion, puis si vous êtes d'accord ou pas avec lui, on va voir un peu, à nouveau un rappel, hein, années 60, hein, donc il y aura peut-être des trucs qui seront pas si ouf, mais je suis pas certain. À voir. C'est à discuter. Je vais le relire un petit coup avant pour voir où on en est. Mais d'ailleurs, c'est au passage le dernier chapitre du livre. Une fois qu'on aura fait ce chapitre 8, qui est quand même assez long, une fois qu'on a fait le chapitre 8, après, il y a des extraits de texte et du Dhammapada et des extraits de sutra. Donc on verra si on les fait ou pas, si on les fait tous, si on en fait une partie. On verra, on verra, on verra. Comme je disais, j'avais déjà prévu pour la suite de ces lives, une fois qu'on aura terminé Walpola Raoula, on va s'attaquer à un texte qui est intéressant, qui s'appelle Les questions de Milinda, le Milindapana, qui est un texte qui raconte en fait la discussion, le débat bouddhiste entre un moine bouddhiste et un roi grec. Parce qu'en fait, il y a une partie du monde vers l'Afghanistan, ces zones-là, l'Inde et tout, suite aux conquêtes d'Alexandre le Grand, qui était en partie hellénisée, donc en partie grecque. Et donc, on s'est retrouvé vraiment avec ce mélange de cultures grecque et bouddhiste. Donc, la mondialisation, hein, à nouveau, c'est pas quelque chose de moderne, hein, ça s'est peut-être accentué et tout, mais il y avait des échanges, et donc on a ce texte qui est assez intéressant, qui s'appelle Les questions du roi, donc du roi Milinda. Et outre le côté intéressant, parce que déjà, c'est un texte qui relate la discussion donc entre un roi grec et un moine bouddhiste. La deuxième chose qui est assez intéressante avec ce texte-là, c'est qu'en fait, il est dans le canon bouddhiste Theravada, en tout cas de certaines branches du Theravada, pas toutes, mais d'une certaine branche du Theravada, alors qu'en fait, ce n'est pas un texte qui est attribué au Bouddha. Contrairement à tous les autres sutras qui sont attribués au Bouddha ou à ses disciples, là, ça passe plus tard, mais il était tellement intéressant parce qu'en fait, c'est un texte qui est assez didactique. Il présente vraiment les enseignements d'une façon assez simple, assez claire, avec beaucoup, beaucoup de métaphores. En fait, à chaque fois, le roi, quand le roi Milinda, quand le moine bouddhiste lui dit quelque chose, le roi lui dit Tu peux me donner une métaphore, s'il te plaît? Il aime bien les métaphores. Du coup, il y a plein de métaphores, plein d'explications. Donc, ça va être intéressant. Et comme dit Éponine, hein, Milinda est supposément le roi Ménandre Ier, effectivement. Effectivement. Donc, c'est assez cool. Puis je me dis, voilà, ce sera l'occasion d'étudier un texte, du coup, vraiment plutôt plus du canon, hein, parce que là, on est vraiment sur un texte de vulgarisation par Walpola Raoula. Mais là, ce sera l'occasion vraiment de discuter d'un texte du canon. Et je voulais juste vous montrer, et puis après, on va passer sur la méditation. Je vais juste vous montrer un petit extrait du Milindapana. Il y a un truc que je trouve qui me fait triper dans le Milindapana. Je vais juste vous le trouver rapidos.
Milinda. Alors, on passera d'ailleurs la partie 1 qui décrit l'histoire du moine, plutôt pour arriver vraiment à la partie où il y a la discussion avec le roi. Alors, il y a ça. Attends, alors, je vous retrouve juste ça. Voilà. Je vous partage ça. J'adore ce passage. Je le trouve vraiment très très cool. Donc c'est le roi, hein, donc c'est le roi qui parle, hein. Il demande au vénérable, du coup, au vénérable moine, hein, Nagasena. Nagasena, c'est le nom du moine. Donc le roi lui demande, voudras-tu, vénérable, discuter avec moi? Nagasena lui répond, si tu discutes à la manière des sages, oui. Si tu discutes à la manière des rois, ce sera nope. Et donc le roi lui répond, comment discutent les sages? Nagasena lui répond, dans la discussion, on est pris, on se dégage, on inflige une critique et on la subit. Chacun a le dessus, tour à tour. Les sages ne s'en irritent pas. Telle est leur manière de discuter. Donc Milinda y répond, et quelle est celle des rois? Nagasena lui dit, les rois professent une opinion. Si quelqu'un la contredit, ils le font bâtonner. Voilà comment discutent les rois. Et donc le roi lui répond, je discuterai en sage, non en roi, que votre révérence discute avec moi en toute liberté, comme avec un religieux, un novice, un fidèle ou un serviteur du couvent, n'ayez aucune crainte. Et donc Nagasena lui dit, c'est bien Maharaja, on va pouvoir discuter. Voilà, j'aime beaucoup ce passage. Et en fait, Nagasena, il n'hésite pas à lui envoyer des fions dans la gueule en permanence. Mais il précise avant, il fait, alors si tu veux, si tu viens discuter avec moi, tu vas t'en prendre plein la face. Donc je vais être sûr que derrière, tu vas pas t'énerver et me faire tabasser derrière, s'il te plaît, quoi. Donc voilà, Nagasena, il a quand même bien du charisme, il est bien balèze, hein, c'est ce que dit Eponine, a bien du charisme, Nagasena, effectivement. Donc ça va être intéressant à discuter. C'est assez cool. Et moi, donc là, le livre que je vous dis, je l'ai mis sur le Discord pour ceux qui le voudront, parce qu'en fait, il est probablement libre de droit. Moi, attendez, je vous montre vite fait, puis après, j'enchaîne la méditation, j'arrête sur les tunnels. Comme vous pouvez voir à l'édition que j'utilise personnellement, c'est pas récent, quoi. Le papier est jaune, et il date de... celui-là a été relié à nouveau, hein. C'est pas sa reliure d'origine, je crois. C'est quelqu'un qui l'a refaite. 1923, ce livre. Les questions du roi Milinda. Très beau livre. Voilà. Bon, c'était un petit tunnel. J'avais envie de vous partager ça parce que je suis tombé sur ça l'autre coup et ça m'a bien fait triper. Ouais, le livre a une sacrée odeur. Il sent très bon et c'est un beau petit bouquin. Voilà, mais j'aime bien. En fait, c'est vrai que en tant que bouddhiste, des fois, on a tendance j'avais dit que j'arrêtais les tunnels, mais je le fais très rapide. En tant que bouddhiste, des fois, on a tendance justement à se dire, ouais, mais le bouddhisme, côté exotique des choses, machin, c'est genre une religion, une philosophie, peu importe comment vous voulez le dire, euh, très éloignée de nous et autres. Et en fait, quand tu t'intéresses un peu à l'histoire, tu te rends compte que, bah, en fait, pas tant que ça. Pas tant que ça. Et c'est pour ça que moi, j'avais eu envie de me procurer ce livre-là, parce que, eh ben non, en fait, il y a des bouddhistes et des grecs qui communiquaient, et c'était tout à fait normal. À nouveau, hein, les premières statues bouddhistes de Gandhara, c'est des statues d'art grec, elles sont de style grec. Euh, la légende raconte qu'il y aurait eu des moines à un moment bouddhiste qui seraient venus jusqu'en Grèce pour discuter. Il y a certains philosophes grecs qui ont été inspirés par des moines bouddhistes parce qu'ils ont accompagné Alexandre le Grand pendant ses conquêtes et ils ont eu l'occasion de discuter avec des sages en Inde et tout. Donc en fait, l'influence de la pensée bouddhiste, c'est pas quelque chose de nouveau en Occident maintenant parce que le monde s'est ouvert. Elle s'est transmise déjà par le passé, mais sous d'autres formes. Sous d'autres formes philosophiques, elle a notamment influencé en partie la philosophie grecque. Donc voilà, moi j'aime bien ce côté, et du coup j'aime bien ce mélange, on va dire occidental et plus oriental. Voilà, je trouve ça très très stylé, quoi. On a même retrouvé des statuettes bouddhistes, c'est ça, chez les Égyptiens antiques et chez les peuples nordiques, c'est ça. Il y avait des échanges, il y avait des choses, donc il ne faut pas imaginer que cette pensée, elle est restée telle qu'elle, euh, séparée du reste. Il y a eu des échanges, hein, même des religions comme le manichéisme, par exemple, hein, qui mélangeaient des influences chrétiennes et bouddhistes. Enfin, voilà. Le monde a toujours échangé,
les uns avec les autres. Il faut pas croire que le bouddhisme a évolué dans son petit îlot d'Orient, dans ces pays d'Asie, complètement séparés du reste du monde. Voilà. Par la route de la soie, exactement, par la route de la soie. Tout à fait, voilà. J'avais envie de vous partager ça.